J'ai dit non pour garder les enfants de ma sœur, puis elle les a mis dans un Uber vers chez moi. Les néons du poste de police du sud de Chicago grésillent au-dessus de ma tête comme des guêpes en colère. Il est 2 heures du matin et je peux sentir un goût de cuivre dans ma bouche à force d'avoir mordu l'intérieur de ma joue pendant le trajet. Quand le sergent Miller a appelé, sa voix était prudente, mesurée. « Mademoiselle Baker, nous avons votre nièce et votre neveu ici. Ils sont en sécurité, mais nous avons besoin que vous veniez. » J'avais enfilé les premiers vêtements qui me tombaient sous la main et conduit à travers le blizzard, agrippant mon volant si fort que mes articulations en étaient devenues blanches. Cooper et Piper sont ici. Ils sont en sécurité. C'est tout ce qui compte. Mais Miller ne me conduit pas vers les enfants. Sa main sur mon coude est ferme, presque autoritaire, alors qu'il me guide au-delà de la salle d'attente où j'aperçois des couvertures de survie argentées. Il me dirige plutôt vers une salle d'interrogatoire. La porte se referme avec un clic qui semble trop définitif. Miller dépose un sac de preuves en plastique sur la table en métal entre nous. À l'intérieur se trouve un mot froissé, et même à travers le plastique opaque, je peux voir mon nom écrit de la main de Sloan. Mademoiselle Baker. La voix de Miller a perdu toute chaleur. Pouvez-vous expliquer pourquoi une riche architecte de Lincoln Park enverrait 2 jeunes enfants dans une zone industrielle gelée en plein milieu d'un blizzard? Ces mots me frappent comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Ce n'est pas moi. L'abandon d'enfants est un crime dans l'Illinois. Il se penche en avant, et je peux sentir l'odeur du café dans son haleine. Le trafic d'enfants entraîne des peines encore plus lourdes. Vous voulez commencer à vous expliquer? Mes mains tremblent. Ce n'est pas réel. Ça ne peut pas arriver. Il y a une erreur, dis-je, mais ma voix sort étranglée. J'habite au 2400 North Clark, à Lincoln Park. Les enfants, où ont-ils été trouvés? Elle. Le regard de Miller ne quitte pas mon visage. Au 2400 South Clark Street, dans un parc industriel abandonné pendant une alerte au blizzard, vêtu de vêtements d'été. La différence me frappe comme de l'eau glacée. Nord contre sud, une seule lettre, 2 mondes complètement différents. Mon adresse est faite de rues bordées d'arbres et de cafés branchés. South Clark a ce numéro, ce ne sont que des entrepôts, des lampadaires cassés et un endroit où un enfant ne devrait jamais se trouver, surtout pas la nuit. Surtout pas en janvier. Je n'ai jamais. Je dois m'arrêter pour respirer. J'ai dit non à ma sœur. Je lui ai envoyé un email. J'en ai la preuve. Miller croise les bras. Les gens envoient tout le temps des emails pour couvrir leurs traces, Mademoiselle Baker. Vous seriez surprise de voir à quel point c'est fréquent. Il y a 12 heures, j'étais à ma table à dessin, engagé dans une course contre la montre pour une échéance qui pouvait lancer ou briser ma carrière. L'appel d'offres pour le City Park. 3 ans de travail condensé dans une présentation finale à rendre le lundi matin. Quand Sloan a appelé, j'avais la tête plongée dans les dessins d'élévation. Reine, Dieu merci tu réponds. Sa voix avait cette intonation maniaque que j'ai appris à reconnaître. J'ai besoin que tu gardes Cooper et Piper ce soir. Preston m'a surprise avec un voyage à Aspen, et nous partons dans 2 heures. Je ne peux pas. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais cette date limite. C'est important, Reine. La famille, c'est important. La culpabilité familière a essayé de me remonter à la gorge, mais je l'ai ravalée. Je ne serai pas à la maison ce soir. Ne les amène pas à mon appartement. Je ne répondrai pas à la porte. J'avais raccroché et envoyé immédiatement un email à 15h30 juste pour être clair, juste pour que ce soit écrit, je ne serai pas là. Ne les amenez pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Maintenant, Miller me regarde comme si j'étais une menteuse. Comme si j'étais le genre de personne qui mettrait des enfants en danger. L'email a pu être envoyé après coup, dit-il. Ou vous auriez pu changer d'avis et paniquer quand ils ne se sont pas présentés. Est-ce que je peux les voir? Ma voix se fêle. S'il vous plaît, j'ai besoin de voir s'ils vont bien. Quelque chose change dans l'expression de Miller. C'est peut-être le désespoir dans ma voix. Ou peut-être qu'il me donne juste assez de cordes pour me pendre. Il se lève. Suivez-moi. Je recule ma chaise et le suis le long du couloir jusqu'à une salle d'observation sombre. À travers la vitre sans teint, je les vois. Cooper est enveloppé dans l'une de ces couvertures de survie argentées, du genre de celles que portent les marathoniens.
Il tremble si fort que je peux le voir d'ici, son corps tout entier convulsé par le froid, le choc, ou les deux. Piper est assise à côté de lui, serrant son ours en peluche. Ses yeux sont vagues, vides, comme si elle était complètement ailleurs, là où son esprit a dû se réfugier pour survivre à ce qui s'est passé ce soir. Mes genoux fléchissent. Je me rattrape à la vitre. Ce brouillard descend. Celui qui m'accompagne depuis 28 ans. La voix qui chuchote, règle ça. Protège Sloan. Prends le blâme. Tu es la personne responsable. C'est ton travail. Je pourrais le faire. Je pourrais dire à Miller que tout était un malentendu, que j'avais l'intention de dire oui. Que la confusion d'adresse était une erreur honnête. Je pourrais faire disparaître cela pour tout le monde. Tout le monde sauf Cooper et Piper. On a dit à la chauffeuse Uber, dit Miller derrière moi, que leur père les attendait. Elle les a déposés sur le trottoir et est partie. Je ferme les yeux. Vous devriez remercier Dieu pour Monsieur Henderson, le gardien de nuit du parc industriel. S'il ne les avait pas entendus frapper à sa guérite, en hurlant à l'aide. Miller s'interrompt, laissant le silence combler ce qu'il ne dit pas. Point vous seriez en train d'identifier des corps à la morgue en ce moment même, mademoiselle Baker. 2 enfants congelés. Le sang quitte mon visage si vite que je dois m'agripper au rebord de la fenêtre. Ce n'était pas une erreur. C'était calculé. Sloan savait que j'avais dit non. Elle avait lu cet email. J'avais vérifié, et l'accusé de réception indiquait 15h47. Elle l'avait ouvert, avait assimilé chaque mot, puis elle l'avait fait quand même. Une punition pour avoir osé poser une limite. Une punition pour avoir choisi ma carrière plutôt que son confort. Elle les avait envoyés à la mort. Je me tourne vers Miller. Mes mains tremblent encore, mais ma voix est stable. Je n'ai pas commandé cet Uber. J'ai l'email que j'ai envoyé pour refuser de les garder. J'ai la preuve que je lui ai dit non. Je rencontre son regard et ne détourne pas les yeux. Et je ne la couvrirai pas cette fois-ci. Ces mots me font l'effet de sauter d'une falaise. 28 ans de conditionnement, à être la fille modèle, la sœur fiable, la réparatrice de la famille. Tout s'effondre. Miller étudie mon visage pendant un long moment. Puis il me fait signe de retourner vers le couloir. Retournons à la table, mademoiselle Baker. Nous allons reprendre depuis le début. Le téléphone de Miller est posé sur la table en métal entre nous comme une grenade. Vous avez dit que vous pouvez prouver que vous lui avez dit non. Voyons ça. Mes doigts pianotent maladroitement sur mon téléphone pour afficher le fil de mai. L'horodatage me saute aux yeux, 15h30. Accusé de réception, 15h47. Je glisse le téléphone vers Miller, observant ses yeux parcourir les mots que j'avais tapés il y a 12 heures, à l'époque où je croyais encore qu'une limite claire suffirait. Je dois passer un appel, dis-je. Ma voix sonne creux. Declan, son mari. Il est à Cleveland pour une conférence. Il peut confirmer que je n'ai jamais donné mon accord. Miller m'observe pendant un autre long moment, puis hoche la tête. FaceTime. Je veux voir son visage quand il répondra. Mes mains tremblent pendant que je compose le numéro. Le téléphone sonne une fois, 2 fois. Puis le visage de Declan emplit l'écran, avec le léger ronflement d'une chambre d'hôtel derrière lui. Il se frotte les yeux, l'air épuisé. Reine. Sa voix est rauque de sommeil. Je viens d'arriver à Cleveland. Il est 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il y a? Miller se penche dans le champ. Monsieur Montgomery, ici le sergent Miller, police de Chicago. J'ai besoin que vous me confirmiez quelque chose. Votre femme vous a-t-elle dit que sa sœur avait accepté de garder vos enfants ce soir? Le visage de Declan devient blanc. Vraiment blanc, comme si on avait retiré une prise et vidé tout son sang. Garder les enfants? Reine travaille ce soir. Elle a dit à Sloan qu'elle ne pouvait pas, il s'arrête. Je vois la compréhension s'abattre sur lui comme une vague. Où sont Cooper et Piper? En sécurité, dit Miller. De justesse. Ils ont été déposés dans un parc industriel abandonné dans le sud de la ville pendant un blizzard. Nous les avons trouvés au 2400 South Clark Street. South Clark, la voix de Declan se brise. Reine habite sur North Clark. Comment? Une autre pause, plus longue cette fois.
Quand il reprend la parole, sa voix est glaciale. Je dois accéder à mes caméras de sécurité à la maison. Laissez-moi 2 minutes. Miller et moi restons assis en silence pendant que Declan cherche. Puis mon téléphone vibre. Un fichier vidéo. Miller l'ouvre sur l'ordinateur portable du poste. L'horodatage indique 17 heures. Notre maison, la porte d'entrée. Sloan titube dans le champ de la caméra. Un verre de vin pend à sa main gauche, la tige tenue si lâchement que c'est un miracle qu'il ne se brise pas sur le sol. Elle tangue, oscillant vraiment comme un arbre sous un vent violent. Cooper apparaît, sa voix est toute petite sur l'enregistrement. « Maman, où sont nos manteaux ?» Elle ne répond pas, le pousse simplement vers la porte de sa main libre. Piper vient ensuite, portant une robe d'été. Une robe d'été en janvier. Sloan les pousse tous les deux dehors et la porte claque. Pas une seule fois elle ne regarde son téléphone. Pas une seule fois elle ne vérifie la destination Uber. Elle envoie ses enfants dans un blizzard en vêtements d'été et retourne à l'intérieur pour boire plus de vin. La mâchoire de Miller se crispe. J'aurais besoin que ce fichier soit envoyé à cette adresse email. C'est déjà fait, dit Declan au téléphone. Sa voix ressemble à du gravier. Je prends le prochain vol de retour. Ne la laissez pas s'approcher de mes enfants. L'appel prend fin. Miller ferme son ordinateur avec un clic qui résonne dans la petite pièce. Vous êtes hors de cause, mademoiselle Baker. J'aurai besoin de votre déposition officielle, mais vous n'êtes pas poursuivie. Il se lève. Le soulagement devrait être plus grand. Au lieu de cela, ce n'est qu'une petite fente de lumière dans une pièce très sombre. 4 heures plus tard, je suis assise dans la salle d'attente du poste quand ils arrivent. Preston et Lenore Baker franchissent les portes comme s'ils possédaient l'immeuble, leurs bagages de marque portant encore les étiquettes de l'aéroport. Ils ont dû faire demi-tour en plein vol lorsque Miller les a contactés. Ils passent juste devant la pièce où leurs petits-enfants sont enveloppés dans des couvertures, tremblants encore. Ils passent devant eux sans un regard. Preston me repère et change de trajectoire. Lenore suit, ses talons claquant sur le linoléum comme un compte à rebours. Reine, la voix de Preston est sèche. Nous devons parler en privé. Je ne quitte pas les enfants. Les enfants vont bien. La main de Lenore se pose sur mon bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant juste assez pour faire mal. Ce dont nous devons discuter, c'est de limiter les dégâts. As-tu la moindre idée de ce que cela fera aux actions de l'entreprise de Preston si cela se retrouve dans le rapport de police? Je la regarde. Vos petits-enfants ont failli mourir de froid. Ne sois pas dramatique. Preston sort son chéquier. Là, en plein poste de police, il sort son chéquier comme si nous étions dans un country club en train de régler un pari de golf. Il écrit d'un geste fluide et habituel, puis fait glisser le chèque sur la table. 50 000 $ libellés à mon nom. La ligne de motif est vierge. Considère cela comme un cadeau, dit Preston en tapotant le papier. Un cadeau d'anniversaire en avance. Mais les cadeaux sont pour les membres de la famille qui se soutiennent mutuellement, reine. Pas pour ceux qui provoquent des scandales. Il baisse la voix. Dis à la police qu'il s'agissait d'un malentendu familial. Que tu as donné la mauvaise adresse à Sloan par accident. Fais ça, et le chèque est à toi. Pas de mal fait, ajoute-t-il. Pas de mal? Ma voix sort étranglée. Cooper était en hypothermie. Piper ne parle plus. Assez, Lenore se penche tout près. L'odeur de son parfum me soulève le cœur. C'est ce que fait la famille, reine. Nous nous protégeons les uns les autres. Tu leur dis que c'était une erreur et tout cela disparaît. Pense à Sloan. Pense à sa réputation. Quelque chose en moi se brise. Pas un fracas, juste une déconnexion silencieuse, comme une corde qui s'effiloche depuis des années et finit par lâcher. Je sors mon téléphone et ouvre l'application d'enregistrement vocal. Puis je le glisse à nouveau dans ma poche, l'enregistrement toujours en cours. Donc, vous voulez que je mente à la police, dis-je clairement. Que je leur dise que j'ai donné la mauvaise adresse à Sloan en échange de 50 000 $? Le visage de Preston s'empourpre. Ne présente pas ça d'une manière sordide. Nous proposons d'effacer tes prêts étudiants. Un cadeau en échange d'un faux témoignage. Pense à la famille, siffle Lenore. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi.
Je ramasse le chèque. Pendant un instant, je le regarde simplement. 50 000 $. Mes dettes étudiantes effacées. La pression disparue. Tout ce que j'ai à faire, c'est mentir. Tout ce que j'ai à faire, c'est les laisser gagner une fois de plus. Je le déchire en deux. Le bruit est étonnamment fort dans la salle d'attente silencieuse. Le visage de Preston passe du rouge au violet. Je ne la couvre plus, dis-je. Plus pour vous. Plus pour personne. Tu le regretteras. La voix de Preston devient basse, menaçante. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Je sais exactement ce que j'ai fait. Les portes du poste s'ouvrent à nouveau. Deux clans entrent, ignorant complètement Preston et Lenore. Il a l'air exténué, comme s'il avait couru tout le trajet depuis l'aéroport d'Ohare, mais il va droit vers la pièce où se trouvent les enfants, tombe à genoux et les serre tous les deux dans ses bras. Le premier parent à faire d'eux une priorité de toute la nuit. Derrière lui, une femme vêtue d'un tailleur anthracite entre, Elena Russo, l'avocate en droit de la famille que j'ai appelée il y a 2 heures alors que j'étais assise dans cette salle d'attente, observant la vraie nature de mes parents se révéler. Les yeux d'Elena croisent les miens. Elle hoche la tête une fois. La guerre a commencé. Mais cette fois, je ne me bats pas seul. Le lendemain matin, je fixe mon téléphone quand la première notification apparaît. Une identification Facebook, puis une autre, puis 5 autres en succession rapide. Mon estomac se noue avant même que je ne les ouvre. Le visage de Sloan emplit mon écran, le maquillage coulant artistement sur ses joues. La photo est professionnellement éclairée, comme si elle avait attendu l'heure dorée pour poster sa détresse. La légende fait trembler mes mains, quand votre propre sœur se retourne contre vous pendant le moment le plus sombre de votre vie. Je lui avais confié mes bébés. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je prie pour la compréhension et le pardon. Les commentaires s'accumulent déjà. Des dizaines, des centaines. Oh mon Dieu, Sloan. Je suis tellement désolé. La famille devrait se soutenir. C'est horrible. Quel genre de sœur fait ça? Mon téléphone sonne. Tante Carole. Je coupe le son. Il sonne à nouveau. Oncle Jim, puis ma cousine Beth, puis des numéros que je ne reconnais même pas. J'ai la tête sur le sol de mon appartement dans mes vêtements de la veille, regardant toute ma famille élargie se retourner contre moi en temps réel quand mon téléphone professionnel vibre. Marcus veut me voir tout de suite. Le trajet en ascenseur jusqu'au bureau de l'associé principal me donne l'impression de monter à mon exécution. Je travaille dans ce cabinet depuis 6 ans. J'ai gravi les échelons d'ingénieur stagiaire à associé. L'appel d'offres pour le parc municipal devait être mon tremplin. La preuve que je pouvais gérer des projets d'envergure. Maintenant, je suis sur le point de tout perdre parce que ma sœur est un monstre et que mes parents ont de l'argent. L'assistante de Marcus refuse de croiser mon regard lorsqu'elle me fait signe d'entrer. Il se tient près de sa fenêtre donnant sur la rivière Chicago, les mains jointes dans le dos. Sur son bureau, je peux voir la lueur de l'écran de son ordinateur portable. Assieds-toi, reine. Je m'assieds. Ma gorge est si nouée que je peux à peine avaler ma salive. Marcus se retourne et je me prépare à entendre les mots « Nous devons te laisser partir ». La réputation du cabinet. Je suis sûr que tu comprends. Au lieu de cela, et fait pivoter son ordinateur portable vers moi. L'email provient de Preston Baker. Objet, affaire urgente concernant la conduite d'une employée. Je le parcours. Chaque mot est une nouvelle blessure par couteau. Mise en danger d'enfant. Enquête de police. Inapte à représenter le cabinet. Le contrat auquel il fait référence 2,3 millions de dollars pour un développement à usage mixte à Evanston est là, comme une menace. Gardez Ren Baker à votre service. Perdez le contrat. Monsieur Baker m'a envoyé cela, ainsi qu'aux 3 autres associés principaux, à 6h42 ce matin, dit Marcus. Je ne peux plus respirer. C'est fini. 6 ans de travail envolé. Je n'aime pas les brutes, Ren. Ma tête se redresse d'un coup. Marcus ferme l'ordinateur portable d'un clic délibéré. Je connais Preston Baker depuis 15 ans. C'est un promoteur médiocre qui a hérité de l'entreprise de son père et qui vit sur ses acquis depuis lors. Ses contrats ne valent jamais ce qu'il prétend, et ses menaces sont généralement vaines.
Les 2,3 millions de dollars sont en réalité 1,8 million, et nous le savons tous les deux. Marcus s'assoit en face de moi. Plus important encore, j'ai appelé le sergent Miller ce matin. Il m'a raconté ce qui s'est réellement passé. Il m'a montré les images de la caméra Ring. Le soulagement est si fort que je dois m'agripper aux accoudoirs de ma chaise. Vous ne me virez pas? Te virer? Marcus rit, mais il n'y a aucun humour là-dedans. Reine, tu viens de sauver 2 enfants d'une mort par congélation. Ta sœur a sa place en prison, et ton père mérite la cellule d'à côté pour avoir essayé de couvrir ça. Il se penche en avant. Tu as le soutien total du cabinet. Quoi que tu aies besoin. Prends un congé payé si tu as besoin de temps pour gérer la bataille juridique. Utilise nos avocats si cela peut t'aider. Mais tu ne vas pas perdre ton emploi pour ça. Quelque chose s'ouvre dans ma poitrine. Pour la première fois en 3 jours, je peux respirer à plein poumon. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu vas les enterrer. Les yeux de Marcus sont d'acier. Les gens comme ton père pensent que l'argent les rend intouchables. Prouve-lui le contraire. Quand je quitte son bureau 20 minutes plus tard, je pleure dans l'ascenseur. Mais ce ne sont plus des larmes de désespoir. Ce soir-là, je suis à l'hôtel où Declan a établi sa résidence temporaire avec Cooper et Piper. C'est un établissement pour séjour prolongé à Lincoln Park, assez proche de mon appartement pour que je puisse y aller à pied. Assez proche pour que les enfants ne se sentent pas complètement déracinés. La pièce sent la sauce tomate. Declan est devant le coin cuisine, remuant une casserole de spaghettis, tandis que Cooper est assis à la petite table, son crayon se déplaçant soigneusement sur le papier. Tata Reine. Piper se jette contre mes jambes et je la prends dans mes bras. Elle est chaude, solide et bien vivante. Salut, mon papillon. Qu'est-ce que tu dessines? Cooper m'apprend à dessiner des bâtiments. Elle se tortille pour descendre et m'entraîne vers la table. Le croquis de Cooper est étonnamment bon. Des lignes épurées, une perspective correcte. C'est l'immeuble de mon appartement, représenté avec un grand souci du détail. C'est incroyable, Coupe. Il hausse les épaules, mais ses oreilles deviennent roses. Tu as rendu ça facile quand tu m'as montré tes dessins. Nous dînons ensemble. Un vrai dîner, pas les plats surgelés que je passe habituellement au micro-ondes. Declan a fait du pain à l'ail. Il y a de la salade. Piper me parle d'un papillon qu'elle a vu, même si nous sommes en janvier et que je suis presque sûr qu'elle l'a imaginé. Cooper reste silencieux mais se serre 3 fois. C'est normal. Bizarrement, incroyablement normal. Après le dîner, pendant que Declan fait la vaisselle, Piper grimpe sur mes genoux sur le canapé. Tata Reine, sa voix est toute petite. Tu es fâché contre maman? Chaque réponse que je pourrais donner me semble être un chant de mine. Je choisis mes mots avec soin. Je suis triste qu'elle ait fait des choix qui vous ont blessé. Piper hoche la tête contre mon épaule. Elle buvait le jus spécial, celui qui rend sa voix forte. Du vin. Elle veut dire du vin. Je ferme les yeux et la serre plus fort. Cooper apparaît dans l'encadrement de la porte, son carnet de croquis serré contre sa poitrine. Il est resté si silencieux depuis le poste de police, parlant à peine plus fort qu'un murmure. Je croyais qu'on allait mourir dans la neige. Les mots sont plats, factuels, pire que des pleurs. Declan se fiche devant l'évier, le dos rigide. Je n'arrêtais pas de dire à Piper que ça irait, mais je n'y croyais pas. Il faisait si froid et il n'y avait personne. Juste des bâtiments vidés de la neige. Les articulations de Cooper sont blanches sur son carnet. Je ne sentais plus mes doigts. Piper s'est arrêté de pleurer et j'ai cru. J'ai cru. Je traverse la pièce et le prends dans mes bras. Il a 9 ans et il ne devrait pas savoir ce que l'on ressent quand on croit mourir. Tu as été si courageux, lui chuchotai-je dans les cheveux. Tu as protégé ta sœur. Tu as trouvé de l'aide. Tu as été si courageux. Je ne veux pas être courageux, sa voix se brise. Je veux juste être un enfant. Plus tard, une fois les 2 enfants endormis dans la chambre, Declan et moi nous asseyons dans la kitchenette sombre. Il boit du café même s'il est presque minuit. Je bois du thé qui a refroidi. J'ai été aveugle, dit-il enfin. Elle boit depuis des années, n'est-ce pas? Je pourrais mentir, protéger Sloan une fois de plus.
Mais les mots de Cooper résonnent encore dans ma tête, je croyais qu'on allait mourir. Oui, depuis avant la naissance de Piper. La mâchoire de Declan se crispe. Tu savais. Je savais. Je l'ai couverte. J'ai trouvé des excuses. Cet aveu a un goût de cendre. Je pensais l'aider. Je pensais que si je la soutenais assez, si je l'aimais assez, elle s'arrêterait. On ne peut pas guérir les gens qui ne veulent pas l'être. Le silence s'étire entre nous, mais il n'est pas inconfortable. Nous portons le deuil de la même chose. La famille que nous pensions avoir. Je demande la garde exclusive demain, dit Declan. Mon téléphone vibre avant que je ne puisse répondre. Elena Russo m'envoie un message à minuit, Sloan a déposé une requête d'urgence pour la restitution immédiate des enfants. Audience dans 10 jours. Elle prétend que tu as donné la mauvaise adresse au chauffeur par jalousie et que Declan est coupable d'enlèvement parental. Je montre le message à Declan. Son visage devient impassible, de cette façon qu'il a d'être furieux en silence. Quel essai, dit-il calmement. Mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, c'est un SMS d'un numéro inconnu, mais je sais de qui il s'agit avant même de le lire, tu as commencé cette guerre. Nous allons la finir. Preston. Je regarde Declan. Il fixe la porte de la chambre où ses enfants dorment enfin paisiblement pour la première fois depuis des jours. Est-ce que nous sommes prêts pour ça, demandai-je. Nous protégeons les enfants, sa voix est ferme, définitive. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, le bureau d'Elena sent les vieux livrer le café fort. Nous sommes assis dans des fauteuils en cuir qui coûtent probablement plus cher que mon loyer mensuel, et elle expose son plan de bataille avec la précision d'un chirurgien marquant les points d'incision. Nous ne visons pas le chaos lors de l'audience préliminaire, dit-elle en faisant glisser un bloc-notes jaune sur le bureau. Son écriture est vive, anguleuse. Nous tendons un piège. Declan se penche en avant, mais nous avons l'email, les images de la caméra Ring. Nous pouvons en finir maintenant. Ces images montrent de la négligence, peut-être de l'ivresse, réplique Elena en tapotant son stylo contre le bloc-notes. Mais un bon avocat et Preston engagera le meilleur soutiendra qu'il s'agit d'un égarement momentané, pas d'une intention criminelle. Ils plaideront pour une cure de désintoxication et une thérapie familiale. C'est cela que vous voulez? Non, dis-je immédiatement. Alors nous avons besoin qu'elle mente, dit Elena. Si elle témoigne sous serment que tu avais accepté de les garder et que nous prouvons qu'elle ment, cela détruira complètement sa crédibilité. Cela prouvera qu'elle est manipulatrice et inapte. C'est ainsi que nous obtiendrons la garde exclusive, pas seulement temporaire. Elle nous regarde tour à tour. Elle se sentira en confiance. Elle insistera. Et quand nous prouverons qu'elle a menti sous serment lors du procès pour la garde, la juge Okonko va la clouer au pilori. La mâchoire de Declan se crispe. Combien de temps devons-nous attendre? 30 jours après l'audience préliminaire. Les calendriers des tribunaux sont surchargés. Elena ferme son bloc-notes d'un coup sec. Pouvez-vous garder votre sang-froid aussi longtemps? Je pense aux mains tremblantes de Cooper. Au regard vide de Piper à travers la vitre du poste de police. Je pense au verre de vin de Sloan capté par la caméra. À la façon dont elle les a poussés dehors dans le blizzard. Quoi qu'il en coûte, dis-je. Lors de l'audience préliminaire, le tribunal des affaires familiales du comté de Cook est fait de boiseries sombres et de néons froids. Le genre d'espace institutionnel conçu pour vous faire sentir tout petit. Les bancs du public sont durs, impitoyables. J'ai choisi ma tenue avec soin ce matin. Un pull gris simple, aucun bijou, les cheveux tirés en arrière. Je veux avoir l'air épuisé, vaincu. Ce n'est pas difficile à simuler. Sloan arrive 20 minutes avant l'audience, vêtu d'un lainage couleur crème et de perles discrètes. Son maquillage est parfait, son expression soigneusement composée en une dignité blessée. Elle ne me regarde pas lorsqu'elle prend place à la table des plaignants. Preston et Lenore occupent le premier rang de la galerie comme s'il s'agissait d'une loge à l'opéra. Le costume de Preston coûte probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Le parfum de Lenore m'atteint 3 rangs plus bas, quelque chose d'onéreux et d'entêtant. Lorsque la juge Patricia Okonko entre, nous nous levons tous. C'est une femme noire, grande, aux cheveux parsemés de fils d'argent et avec le genre de visage qui a vu passer tous les mensonges que le système judiciaire a à offrir. Ses yeux balaient la salle avec l'efficacité de quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre avec des jeux. Asseyez-vous.
Sa voix coupe les bruits de chaises. Procédons. L'avocat de Sloan est un associé au discours mielleux d'un grand cabinet du centre-ville avec lequel Preston joue probablement au golf. Il appelle Sloan à la barre et elle prête serment, la main sur la Bible, la voix claire et assurée. Madame Baker Montgomery, commence l'avocat. Pouvez-vous dire au tribunal ce qui s'est passé dans la nuit du 14 janvier? Sloan tapote ses yeux avec un mouchoir, bien que je remarque qu'ils sont secs. Je devais partir pour un voyage d'affaires avec mon père. J'avais convenu que ma sœur Reine garderait Cooper et Piper. Elle avait accepté d'être la babysitter. Mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. Comment avez-vous organisé cela? Demande l'avocat. Nous avons parlé au téléphone cet après-midi-là. Elle a dit oui pour que je les envoie. La voix de Sloan tremble, parfaitement calibrée. J'ai donné l'adresse de Reine au chauffeur Uber. Le 2400 North Clark Street, là où Reine vit à Lincoln Park. Je ne sais pas comment les enfants se sont retrouvés dans le sud de la ville. Peut-être que le chauffeur a fait une erreur. Peut-être qu'il y a eu une confusion. Elena est assise à côté de moi, écrivant sur son bloc-notes. Elle n'objecte pas, n'interrompt pas, elle laisse simplement les mensonges s'accumuler comme du petit bois en attendant l'étincelle. Êtes-vous certaine que votre sœur a accepté de garder les enfants? Demande l'avocat. Absolument certaine. Elle a dit oui au téléphone. Je ne les aurais jamais envoyés autrement. Le mouchoir remonte à nouveau. Cette fois, Sloan parvient à verser une vraie larme. Votre honneur, je n'ai pas d'autres questions. La juge Okonko regarde Elena. Contre-interrogatoire. Elena se lève lentement. Elle porte un tailleur anthracite qui la fait ressembler à une lame de rasoir. Juste quelques questions, votre honneur. Elle s'approche de la barre des témoins et je vois les épaules de Sloan se détendre légèrement. Ce sera rapide, indolore. Madame Baker Montgomery, vous avez témoigné que votre sœur avait accepté verbalement de garder vos enfants. Est-ce exact? Oui. Et vous avez donné au chauffeur son adresse à Lincoln Park? Oui. Le 2400 North Clark. Vous êtes certaine qu'elle était d'accord? Sous serment? Vous témoignez que Reine Baker vous a dit oui? Quelque chose passe dans les yeux de Sloan. De l'incertitude, peut-être, ou le premier murmure de suspicion. Mais elle s'est engagée maintenant. Elle ne peut plus reculer devant Preston et Lenore, devant la juge. Absolument certaine, dit-elle. Oui. Elena hoche la tête lentement, comme si elle acceptait cette réponse. Pas d'autres questions, votre honneur. C'est tout. Pas de mail, pas d'image de la caméra ring, pas de révélation dramatique. L'avocat de Sloan a l'air confus, et je vois Preston se pencher en avant, murmurant quelque chose à Lenore. La juge Okonko examine ses notes. Cela semble être un malentendu familial qui a entraîné une situation dangereuse. Mademoiselle Baker, je suis troublé que vous n'ayez pas pris de dispositions plus claires pour la sécurité des enfants. Ces mots tombent comme des pierres. Je me force à ne pas réagir. Cependant, compte tenu des circonstances et de l'absence de preuves claires, je maintiens le statu quo. Monsieur Montgomery conserve la garde temporaire. Madame Baker Montgomery, vous bénéficiez de visites supervisées 2 fois par semaine, sous la surveillance d'une assistante sociale désignée par le tribunal. Le marteau s'abat. Affaire suivante. La salle d'audience se vide dans le couloir de marbre, et Sloan est immédiatement entouré de Preston et Lenore. Leurs sourires sont triomphants, féroces. Preston croise mon regard alors que je passe. Il se place délibérément sur mon chemin. Tu aurais dû prendre le chèque, Reine. Sa voix est basse, destinée à moi seul. La famille gagne toujours. La main de Lenore touche mon bras, sa poignée assez serrée pour laisser une marque. Ce n'est pas fini, ma chère. Et pourtant tu as déjà perdu. Sloan joue la comédie pour un petit groupe de journalistes qui ont eu vent de l'audience. Je veux juste récupérer mes bébés, dit-elle, la voix brisée. L'amour d'une mère n'abandonne jamais. Les caméras adorent cela. Je continue à marcher vers le parking, le bruit de mes pas résonnant dans la cage d'escalier. Declan et Elena suivent en silence. Nous ne parlons pas avant d'être à l'intérieur de la voiture d'Elena. Porte fermée, moteur allumé. Elena ferme son carnet en cuir d'un coup sec. C'est consigné maintenant, dit-elle.
Chaque mensonge est documenté, horodaté, sous serment. Je fixe le pilier en béton devant nous. Mais nous avons perdu aujourd'hui. Nous l'avons laissé croire qu'elle avait gagné. Le sourire d'Elena est froid, prédateur. Maintenant, nous la tenons. Les mains de Declan serrent le volant, la compréhension se lisant sur son visage. Elle vient de commettre un parjure. Et dans 30 jours, dit Elena, nous le prouverons. Le pilier en béton se floute alors que mes yeux se remplissent de larmes. Pas de défaite. De quelque chose de plus vif, de plus propre. De l'espoir. Lors de la seconde confrontation, la salle d'audience semble plus petite cette fois, plus étouffante. C'est peut-être à cause de la presse entassée dans la galerie, leurs caméras cliquetant comme des insectes affamés. C'est peut-être la façon dont Preston est assis bien en vue au centre. Son costume anthracite est si bien repassé qu'il pourrait couper. Ce même sourire suffisant flotte sur ses lèvres. Sloan entre, vêtu d'ivoire. Bien sûr, l'ivoire, la couleur de l'innocence, ses cheveux coiffés en vagues douces qui encadrent son visage. Elle serre des mouchoirs dans une main, comme des accessoires dans une pièce de théâtre qu'elle a trop répétée. Les photographes des pages mondaines s'en donnent à cœur joie. Je peux déjà voir le titre, Une mère se bat pour ses enfants. Je lisse mon pull gris uni et j'essaie de ne pas me sentir petite. La main de Declan trouve la mienne sous la table, juste pour une seconde. Sa paume est ferme, rassurante. Elena est assise à côté de nous, son dossier mince fermé sur la table devant elle. Elle a l'air presque de s'ennuyer, faisant défiler son téléphone en attendant que la juge Okonkwo entre. Veuillez vous lever. La salle d'audience se lève dans un bruissement. Le visage de la juge Okonkwo est de marbre lorsqu'elle prend place. Et je me souviens de la façon dont elle m'avait regardé lors de l'audience préliminaire, comme si j'étais négligente, irresponsable, une femme incapable de communiquer correctement avec sa propre sœur. Aujourd'hui, cela va changer. Maître Russo, dit la juge, vous pouvez appeler votre premier témoin. Elena se lève et il y a quelque chose de prédateur dans sa démarche. Votre honneur, j'aimerais rappeler Sloan Baker Montgomery à la barre. L'avocat de Sloan objecte, bien sûr, mais la juge l'écarte d'un geste. Sloan s'avance vers la barre avec le menton haut, confiante. Elle pense qu'il s'agit d'une simple formalité avant sa victoire inévitable. L'huissier lui rappelle qu'elle est toujours sous serment. Madame Montgomery, commence Elena, sa voix faussement douce. Lors de l'audience préliminaire le mois dernier, vous avez témoigné sous serment sur les événements du 14 janvier. Est-ce exact? Oui, la voix de Sloan est stable. Et vous avez déclaré que votre sœur, Reine Baker, avait verbalement accepté de garder vos enfants ce soir-là, n'est-ce pas? C'est exact, Sloan jette un regard vers l'assistance, jouant la victime. Elle a dit oui, et puis elle n'était tout simplement pas là. Et vous avez donné au chauffeur Uber son adresse, le 2400 North Clark Street? Bien sûr que oui. Je n'enverrai jamais mes enfants au mauvais endroit. Je suis leur mère. Le public murmure son approbation. Preston hoche la tête, satisfied. Elena se tourne vers l'écran installé à côté du bureau de la juge. Votre honneur, j'aimerais soumettre la pièce à épreuve. Le projecteur s'allume. Un email emplit l'écran et je vois le visage de Sloan se vider de son sang en lisant son propre nom dans la ligne du destinataire. De Reine Baker à Sloan Montgomery, envoyé le 14 janvier à 15h30. Objet, référence, ce soir. Je ne serai pas à la maison. Ne les amène pas. Je n'ouvrirai pas la porte. Accusé de réception, ouvert le 14 janvier à 15h47. L'horodatage brille comme une accusation. 6 heures avant d'envoyer ses enfants dans le blizzard. Des murmures éclatent dans la salle d'audience. Quelqu'un dans la section de la presse pousse un soupir audible. Madame Montgomery, la voix d'Elena coupe le bruit. Vous avez ouvert cet email à 15h47. Vous l'avez lu et pourtant vous avez témoigné sous serment que votre sœur avait accepté de garder les enfants. Quelle déclaration est vraie? La bouche de Sloan s'ouvre puis se referme. Son avocat est debout, objectant, mais la juge Okonkwo le fait taire d'un regard qui pourrait geler le feu. Répondez à la question, Madame Montgomery. J'ai oublié cet email. Vous avez oublié un email que vous avez ouvert 6 heures avant l'incident. Elena ne hausse pas la voix. Elle n'en a pas besoin.
Un email qui précisait explicitement en lettres majuscules que Mademoiselle Baker ne serait pas chez elle. Les mouchoirs dans la main de Sloan sont maintenant en lambeaux, des petits confettis blancs tombant sur le sol. Passons à autre chose, dit Elena. Votre honneur, j'aimerais diffuser la pièce B, l'écran passe à un enregistrement vidéo. Je reconnais immédiatement l'angle. La caméra ring de la porte d'entrée de Sloan et de Clan. L'horodatage indique 17 heures. La Sloan à l'écran n'a rien à voir avec la Sloan à la barre. Ses cheveux sont en bataille, son pull en cachemire de travers. Elle tient un verre de vin dans une main, et lorsqu'elle bouge, elle tangue. Pas de façon dramatique, juste assez pour qu'on le remarque. Cooper apparaît à ses côtés, portant déjà sa veste. Maman, où sont nos manteaux? Sloan l'ignore. Elle ouvre la porte. Le blizzard est visible à travers la caméra, la neige balayant le paysage de biais, et elle pousse les deux enfants dehors. Piper porte une fine robe en coton en plein blizzard. Le public réagit avec une horreur audible. J'entends quelqu'un dire « Oh mon Dieu ». Sloan ne vérifie jamais son téléphone, ne confirme jamais l'adresse avec la chauffeuse Uber qui attend au trottoir. Elle ferme simplement la porte, son verre de vin toujours en main, et la dernière image avant la fin de la séquence montre le petit visage de Cooper se tournant vers la maison, confus et effrayé. L'expression de la juge Okonkwo est passée du marbre à la tempête. Madame Montgomery, dit Elena, et sa voix est assez tranchante pour couper. Étiez-vous en état d'ébriété lorsque vous avez envoyé vos enfants dans une alerte au blizzard sans vêtements d'hiver appropriés? J'ai bu un verre. Un verre? La vidéo vous montre en train de tenir du vin à 17 heures, des heures avant votre vol prévu. Combien de verres aviez-vous consommé à ce moment-là? L'avocat de Sloan tente à nouveau d'objecter. La juge rejette l'objection sans quitter Sloan du regard. Je ne me souviens pas exactement. Vous ne vous souvenez pas. Elena hoche la tête lentement. Tout comme vous ne vous souveniez pas de l'email. Mes mains sont si serrées que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. La respiration de Declan est devenue superficielle à mes côtés. Votre honneur, continue Elena. J'ai une dernière preuve. La pièce C, elle appuie sur lecture du fichier audio et la voix de Preston résonne dans la salle d'audience. Claire, nette, indubitable. Considère cela comme un cadeau. Un cadeau d'anniversaire en avance. La voix de ma mère suit, mielleuse et venimeuse. Dis-leur que tu lui as donné la mauvaise adresse. Ce sont des choses qui arrivent. Preston à nouveau, fais ça, et le chèque est à toi. L'enregistrement continue pendant 30 secondes. 30 secondes de mes parents essayant d'acheter mon silence pour me rendre complice de la mise en danger de leurs propres petits-enfants. Preston est debout, le visage violet de rage. Cet enregistrement est illégal. Elle n'avait pas d'autorisation. Votre conversation a eu lieu dans la salle d'attente d'un poste de police, Monsieur Baker, dit la juge Okonkwo, et sa voix pourrait briser du verre. Il n'y a aucune attente de respect de la vie privée dans un bâtiment municipal public. L'enregistrement est admissible. Asseyez-vous. Il se rassied. La juge se tourne vers Sloan, et je n'ai jamais vu quelqu'un paraître aussi petit à la barre des témoins. Madame Montgomery, vous avez commis un parjure dans ma salle d'audience. Vous avez fait preuve d'un comportement de mise en danger imprudente de vos propres enfants. Vous avez montré une volonté de mentir sous serment pour obtenir la garde d'enfants que vous avez failli tuer par négligence. Elle s'interrompt et le silence est assourdissant. Huissier, arrêtez le témoin. Sloan hurle, un cri strident qui résonne sur les murs lambrissés de bois. Son avocat proteste, mais deux huissiers s'approchent déjà de la barre des témoins. Votre honneur, s'il vous plaît. Vous serez inculpé de parjure, de mise en danger d'enfants et de conduite imprudente, poursuit la juge Okonkwo, sa voix couvrant les sanglots de Sloan. Vous avez trahi toute la confiance placée en vous en tant que mère et en tant qu'auxiliaire de ce tribunal. Les huissiers prennent Sloan par les bras. Son mascara coule maintenant en traînées noires sur sa robe ivoire. Elle pleure de vraies larmes, de celles qui viennent d'une peur authentique et non d'une mise en scène. La presse s'enflamme, les appareils photo crépitent, les voix fusent pour poser des questions. Preston tente de se lever pour dire quelque chose, mais le regard de la juge Okonkwo le cloue sur son siège comme un papillon sur du liège. En ce qui concerne la garde, dit la juge en se tournant vers ses notes. J'accorde la garde légale et physique exclusive à Declan Montgomery. Effet immédiat.
Les droits parentaux de Sloan Montgomery sont suspendus dans l'attente de l'issue de son procès pénal. Elle me regardait, pour la première fois, son expression est presque douce. Reine Baker est désignée tutrice d'urgence permanente. M et Madame Preston Baker, vos droits de visite sont suspendus dans l'attente d'une évaluation psychologique. Tous les frais de justice et les honoraires d'avocat de Mademoiselle Baker sont à la charge de Madame Sloan Montgomery. Le marteau s'abat comme un coup de feu. Sloan est emmené menotté, pleurant toujours, ses cheveux parfaits se défaisant. Preston et Lenore restent figés, leur empire de contrôle s'effondrant autour d'eux en temps réel. La presse les assaille, les micros sont tendus, les questions se chevauchent dans un vacarme de scandale. Deux clans serrent Cooper et Piper contre lui. Ils attendaient dans le couloir avec un délégué du tribunal, mais quelqu'un les fait entrer maintenant, et Piper court droit dans les bras de son père. Je pleure, je ne peux pas m'en empêcher. Mas, ce ne sont pas des larmes de triomphe. C'est du soulagement. Un soulagement pur et accablant que ce soit enfin terminé. Elena ferme son dossier avec un léger clic et me fait un petit signe de tête. Justice est faite. 3 ans passent comme l'eau trouve son niveau. Les arbres de Lincoln Park se teintent à nouveau d'or. C'est le 3e automne depuis cette nuit glaciale, et je me tiens dans la foule à Millennium Park, observant la mère Reyes couper le ruban du jardin Safe Harbor. Ce design a remporté l'appel d'offres de la ville. Mon design, celui que j'ai failli sacrifier pour répondre à l'appel de Sloan ce soir de janvier. Les journalistes se pressent autour de la mère, les flashs crépitent, mais je regarde les enfants se diriger vers les structures de jeu. La pièce maîtresse est une tour d'escalade avec un filet de protection inspiré des croquis d'hôtel de Cooper pendant ses premiers jours terribles. Pas un monument commémoratif, un sanctuaire. Marcus me tape sur l'épaule. Sacré travail, Baker. Ton nom va figurer sur une plaque. Je secoue la tête, la gorge serrée. Le travail parle de lui-même. Ce soir-là, je suis dans ma cuisine, coupant des légumes pour le dîner du dimanche, tandis que Cooper trace des dessins d'élévation à ma table. Il a 12 ans maintenant, tout en membre dégingandé et en concentration sérieuse. Son crayon se déplace avec la même précision que j'utilise sur les plans. Tata Reine, comment fais-tu pour que les lignes de perspective convergent sans paraître tremblantes? Je me penche sur son épaule, guidant l'emplacement de sa règle. Fixe d'abord ton point de fuite. Tout le reste en découle. La porte du bas s'ouvre et Piper entre en trombe, des taches de peinture sur sa blouse d'art plastique. Elle a 9 ans, ce n'est plus l'enfant aux yeux vides du poste de police. Son rire emplit la cuisine alors qu'elle me montre son aquarelle de la skyline de Chicago. C'est pour ton bureau, annonce-t-elle, pour que tu te souviennes de nous quand tu seras quelqu'un d'important. Deux clans suit, portant les courses pour le dîner. Nous vivons maintenant dans un duplex, des appartements séparés, mais des repas partagés, des vies partagées. Pas une histoire d'amour. Quelque chose de mieux. Une famille construite sur le choix plutôt que sur le sang. Plus tard, la cérémonie de remise des diplômes du collège de Cooper remplit l'auditorium de parents fiers et de frères et sœurs agités. Je suis assise entre deux clans et Marcus, regardant Cooper monter sur scène en tant que major de sa promotion. Son costume est légèrement trop grand, acheté avec de la marge pour grandir, et ses mains tremblent alors qu'il tient son discours. La vraie famille, dit-il, la voix chevrotante puis s'affermissant, ce sont les personnes qui sont là quand on a peur. Ses yeux trouvent les miens dans la foule. Je pleure avant de pouvoir m'en empêcher, et deux clans me serrent la main. L'ovation debout résonne dans l'auditorium. Cooper sourit, embarrassé et fier. Et je pense au garçon grelottant dans sa couverture argentée. Que de chemin parcouru depuis cette nuit gelée. Mon entrée de journal de cette nuit-là est courte, j'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait tout accepter. Maintenant, je sais que l'amour exige des limites. Le lendemain après-midi, Cooper s'affale sur mon canapé, l'air troublé. Mon ami Jake, sa mère n'arrête pas de lui emprunter de l'argent. Comme l'argent de son anniversaire, ses économies de son travail d'été. Est-ce que c'est normal? Je pose délicatement ma tasse de café. Qu'est-ce que Jake en dit? Il se sent coupable de dire non. C'est sa mère. Le piège familier. Je le reconnais comme mon propre reflet. Tu peux aimer quelqu'un et quand même te protéger, Cooper. Ces deux choses ne sont pas opposées. Il réfléchit à cela, puis hoche la tête lentement. La leçon qui porte ses fruits,
le cycle qui se brise. Je n'ai jamais répondu aux lettres de Preston et Lenore. Elles arrivaient mensuellement au début, puis trimestriellement, puis ont cessé. La paix m'a trouvé dans la distance, pas dans la réconciliation. Certaines relations ne guérissent pas, elles se terminent, c'est tout. Les nouvelles de Sloan me parviennent par le réseau d'Elena. Elle s'est remariée avec le docteur Brandon Wells, un chirurgien du Connecticut. Un nouveau bébé, Emma, un nouveau départ construit sur des vérités cachées, jusqu'à ce que le bébé ne tombe d'une table allongée. Une bosse mineure, une visite de précaution à l'hôpital, une vérification des antécédents de routine. Le signalement des services de protection de l'enfance est apparu comme un fantôme, d'échéance des droits parentaux. Négligence grave. Illinois 2022. Elena m'a appelé pour me le dire. Les parents de Wells ont la garde d'urgence. Ils demandent le divorce. Le passé ne reste pas enterré. Reine, je ne ressens rien. Ni satisfaction, ni pitié, juste le vide propre d'un chapitre clos. Le soir de la remise des diplômes de Cooper, nous nous tenons tous les trois sur mon balcon, regardant le soleil se coucher sur Chicago. La skyline brille de cuivre et d'or, les mêmes couleurs que les feuilles d'automne dans le parc que nous avons construit ensemble. Cooper m'entoure soudainement de ses bras, assez grand maintenant pour que son menton atteigne mon épaule. Merci de ne pas avoir pris le chèque, chuchote-t-il. Ma poitrine se serre. Merci d'avoir été assez courageux pour dire la vérité. Le bras de deux clans se pose autour de nous deux, solide et sûr. Nous avons construit quelque chose de mieux que ce qui s'est brisé. La ville s'étend sous nos pieds. Des millions de lumières commencent à scintiller à mesure que l'obscurité tombe. Quelque part dans cette vaste étendue, d'autres familles font des choix impossibles, fixent des limites nécessaires, choisissent la sécurité plutôt que le silence. Des rires montent de la rue en contrebas. Piper nous appelle de l'intérieur, demandant si nous voulons du chocolat chaud. Cooper s'éloigne pour l'aider, et je reste là avec deux clans, observant notre famille choisie s'activer dans la douce lumière du foyer. Cet appartement, cette vie, cette vérité, bien meilleure que le sang, bien meilleure que les mensonges. Le vent du nord apporte une odeur d'automne et de possibilités.